Mais quelles sont les souffrances et les colères du peuple français? Ils sont devenus une marchandise et non plus l'homme sacré en quelque sorte. Ça a été sombrement planifié. C'est pour écœurer l'homme dans son ensemble, qu'il ait honte de lui, de ce qu'il est devenu, son propre esclave, et l'esclave de tous ceux qui ont voulu cela, qu'il n'y ait plus le moindre rayon d'espoir dans son regard. Nous devons gagner, sinon l'humanité sera mise à feu et à sang. J'aimerais savoir, tout à l'heure, on a parlé justement le service biblique en France, c'est-à-dire le gouvernement a diminué, a supprimé pas mal des postes des services bibliques, et en même temps, la tête de l'État français continue à augmenter. C'est-à-dire maintenant, le taux d'endettement, c'est 120%, c'est plus de 120% du PIB. Comment ça se fait? C'est-à-dire l'argent, on a quand même supprimé beaucoup de postes, enfin beaucoup de fonctionnaires pour des services publics. Et comment ça se fait? On dépense autant d'argent et on est toujours endetté. Tout simplement parce que on nous a fait oublier notre condition d'homme. Un homme a besoin de manger, de dormir, de faire l'amour. Mais après, il faut qu'il ait un élément qui le dépasse et qui le rende grand dans sa tête vis-à-vis des autres. C'est le travail. Or, on a détruit l'idée même du travail avec les 35 heures. Le travail est devenu un mal nécessaire qu'il faut faire par obligation pour pouvoir mieux profiter des RTT, des congés payés. À partir de ce moment-là, en France comme partout ailleurs, on avait détruit l'esprit même de l'homme, parce que l'homme a toujours travaillé. C'est ce qui lui a permis de s'affranchir des fauves et de la nature qui n'est pas toujours gentille, et de se protéger, et de créer toute une série, un faisceau, un éventail de métiers exceptionnels et différents. Mais on a progressivement coupé tout ça, et on a coupé l'envie de travailler, comme un mal dont il faut se défaire. Donc déjà là, on a coupé la dynamique du pays, et c'est comme c'est partout pareil, un peu partout dans le monde, sauf quelques rares pays. Et en même temps, les dépenses ont augmenté, surtout qu'on a fermé tous les établissements de proximité, comme je vous l'ai dit, pour la santé. Mais on a fait la même chose pour les écoles, pour les collèges, pour les enseignants. Donc forcément, ça devient beaucoup plus cher. Comment? Dans votre commune, les écoles sont... 30 ans de lutte pour la maintenir. On s'est associé avec un autre village à côté et on a réussi à la garder. Mais 30 ans de lutte, alors qu'on en a fermé des dizaines, des centaines de milliers. Ensuite, il y avait la commune, qui était une commune c'est pour moi la cellule de base de l'organisation démocratique de notre pays. C'est-à-dire, dans tous les petits villages, on élisait au suffrage universel un conseil municipal qui s'occupait de tout, en relation avec l'État et les services de l'État. Mais il traduisait une volonté locale et il y avait un petit peu d'argent pour le faire. Maintenant, on a regroupé et fait l'immense communauté de communes. C'est le directeur qui commande en relation avec le préfet. C'est plus le président élu, c'est plus le maire. Ou alors c'est un maire complètement gadgetisé, qui ne sert strictement à rien. Un ancien sénateur, un ancien député, qui, voilà, pour prolonger un peu
continuer à se dégourdir un peu, continuer à aller à la pêche, discuter, garder une bonne santé. Mais c'est plus un idéal. Parce que chez nous, la commune, c'est le lieu qui vous a vu naître. Et on y est toujours très attaché. On garde cet attachement à vie, on se le transmet. Et quand ce n'est pas possible, on est malheureux et on y pense souvent. Mais quand on vous en défait pour le faire disparaître, ça coûte très cher, mais ça vous endette aussi, parce que la richesse qu'on crée sur place, il ne fallait pas la faire venir d'ailleurs. Donc on a fait ça à tous les niveaux. Et tout ce qui permettait de faire entrer de l'argent sans créer forcément des bombes et des canons à outrance, tout ce qui était issu de l'intelligence, tout le savoir-faire et le savoir-être. La France est un pays qui ne s'est pas encore trop déformé. Vu d'avion, on dirait un jardin à la Le Nôtre. Vous savez, la Le Nôtre, c'était un grand paysagiste qui a notamment arrangé les jardins de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon. Et c'est beau parce que c'est des agriculteurs et les paysans, avec les maires, qui ont entretenu tout ça gratuitement. Et le pays est resté beau avec ses jolis champs, encore quelques troupeaux, même si l'agriculture aussi est complètement promise à la mort. Parce que 150 000 agriculteurs vont partir et il n'y a personne pour les remplacer. C'est ce qui arrive à mon frère. Parce que tout est fait pour décourager. Il avait une fille qui avait repris. Mais on lui a fait tellement peur avec la somme d'investissement qu'il fallait faire. À 32 ans, elle a préféré reprendre ses études. Alors que si elle avait été encouragée comme nous l'avons été, moi j'ai été installé agriculteur à 19 ans, parce que papa a eu un accident qui lui a pris longtemps pour se guérir. 3 ans, il était dans le coma, 3 ans. Donc en fait, si je résume, en gros, dans le domaine de la santé et l'éducation, il y a une dégradation, en tout cas dans le service biblique, et après, le système actuel, de notre système actuel, favorise, encourage plutôt des gens ne travaillent pas. Et du coup, ça augmente les dépenses, c'est ça? Oui. Bien sûr, vous ne produisez pas et vous dépensez de plus en plus. Mais si vous ne produisez pas, si vous ne gagnez pas de l'argent, comment voulez-vous y arriver? C'est le système de chômage, système de toutes les protections sociales qui coûtent cher, c'est ça ou pas? Mais non, mais il ne coûtait pas cher à l'époque où c'était sincère, où chacun payait sa cotisation. Il y a un élément qui a changé, qui ne nous a pas facilité la vie, c'est que moi je suis né dans une époque de baby boom. Des enfants naissaient après la guerre, après ils sont moins nés et c'est les personnes âgées, c'est d'ailleurs un problème en Chine. Parce que comme il n'y a eu qu'un enfant, les populations deviennent plus vieilles. Voilà. Mais tout ça a existé. Mais on s'était donné les moyens de le payer. J'ai connu très longtemps l'époque où la sécurité sociale était équilibrée, où la caisse de retraite était équilibrée. Ce n'est que depuis une quinzaine d'années qu'on terrorise le monde entier, qu'on met un stress épouvantable sur cette histoire de retraite, en vous disant qu'on va vous faire travailler jusqu'à la mort, qu'à un moment donné, vous allez passer directement du poste de soignant à celui de soigner. Quelles sont les raisons, en fait? Pourquoi on en est arrivé là? À mon avis, c'est planifié, c'est pour dresser l'homme contre l'homme, faire en sorte que l'homme qui travaille soit de plus en plus rare, donc de plus en plus assiégé, de plus en plus stressé, de plus en plus paniqué, énervé. Et que ça ne crée pas un bon climat. Et à côté de ça,
le président Macron notamment, mais les présidents qui l'avaient précédé avant, ont pratiqué une politique pour les riches, c'est-à-dire en les privilégiant, en les laissant faire dans les paradis fiscaux ou ailleurs des bénéfices de toute mesure, et sans rien demander. Dans un pays comme la France, l'État doit rester un symbole et un outil. De façon qu'avec le préfet qui l'envoie dans chaque département, et les ingénieurs de l'agriculture, mais il y en a pour la santé, il y a des médecins, tout ça, mais il n'y a plus rien. On aide celui qui va s'installer. On rassure ses frères et ses sœurs en leur disant, mais vous n'allez pas tout perdre, vous allez faire autre chose, puis votre frère vous aidera, ou votre sœur, si vous pouvez. Et puis, on va alléger au maximum tous les papiers. Au lieu de ça, on a multiplié la paperasserie justement pour qu'ils se disputent, justement pour qu'ils se séparent. Or, beaucoup de 150 000 personnes qui s'en vont, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. 150 000. Oui, il y en a 150 000 là, les derniers, et il va y avoir 1 ou 2% qui vont les remplacer en France. La France qui était le grenier de l'Europe, avec l'Ukraine d'ailleurs, dit-on autrefois. J'ai vu justement dans un rapport de l'Union européenne, il a dit la projection de l'agriculture en 2040, c'est qu'il y aura une désertification des campagnes. On ira vers la fabrication de la viande de laboratoire, la viande artificielle. Mais ça a été sombrement planifié. C'est pour écœurer l'homme dans son ensemble. Qu'il ait honte de lui, de ce qu'il est devenu, son propre esclave, et l'esclave de tous ceux qui ont voulu cela. Qu'il n'y ait plus le moindre rayon d'espoir dans son regard. Et qu'ils se disent, mais tout ça n'a pas de sens, je vais me camoufler au fond d'une ville, je ne veux pas voir ça. Mais c'est déjà, c'est-à-dire, c'est déjà commencé à mettre oui, en place. Mais tout ce qu'on fait va dans ce sens-là. Tout ce que nous faisons en politique va dans ce sens-là, c'est pas dans le sens de créer cette espèce de climat plus joyeux, plus détendu, en disant on va faire mieux, on va produire des produits qui vont te rendre heureuse, qui te donneront la santé, qui ne seront pas pourris, mais à 2 mois, toi. Moi, je ne peux pas m'occuper de désherber des champs où l'herbe pousse au fur et à mesure. Je ne peux pas. Il y a tout un tas d'insectes qui me tombent dessus. Je ne peux pas m'en occuper, je ne peux pas les chasser, je ne peux pas, etc. Mais est-ce que vous allez faire quelque chose? Vous comptez de faire quelque chose pour ça? Je l'ai marqué là-dedans. Ah, d'accord. Vous le lirez, c'est exactement le contraire de ce qui est prévu. C'est d'abord une solide formation pour l'agriculteur, mais à condition qu'il reste près de la ferme et de sa famille pour ne pas perdre le lien. Et qu'ensuite, il puisse avoir tout au long de sa jeunesse la capacité à sortir pour ne pas se sentir prisonnier, mais à rencontrer des jeunes gens et des jeunes filles. Moi, j'ai installé 30 agriculteurs dans ma commune il y a 40 ans de ça, quand je suis devenu maire. Aujourd'hui, il va en rester un seul. Et c'est une jeune fille. Tous sont partis. Eux ne sont pas partis, ils ont fait leur métier, mais les enfants n'ont pas repris l'exploitation. Ah, d'accord. C'est un cancer terrible. Mais c'est le cancer pour les entreprises, c'est le cancer pour les artisans, les petits commerçants. On a construit de grands centres de distribution de tout, de bouffe, de matériel, et ce qui fait qu'on a fait crever tous les commerces de proximité. Donc vous pensez vraiment l'agriculture traditionnelle, élevage traditionnel, tout ça peut-être pourra disparaître? Ah oui,
Mais si je ne suis pas président, ou si quelqu'un d'autre ne prend pas mon projet avec le regard clair, une forme d'assurance pour convaincre. On ne peut pas convaincre si on est soi-même torturé par le doute et par la peur. Donc, vous serez présenté à la présidentielle 2027. Oui, oui. Si je suis en bonne santé, maintenant que le cœur va bien, j'ai été le vérifier encore hier soir, je vais chaque fois. Et je le ferai, oui. Ok, parce que vous avez quand même eu 1 million de votes. C'est-à-dire, je vais commencer la phrase correctement. C'est-à-dire, vous êtes candidat à la présidentielle 2022. Donc, pour le premier tour, vous avez eu plus d'1 million de votes. C'est déjà bravo, parce que 1 million de Français qui vous soutient, qui aimeraient que vous soyez leur président. Oui, si je suis en bonne santé, à plus forte raison, si je suis en vie. Et si je n'ai pas perdu non plus, comment je dirais, ma lucidité. Parce que vieux lion, il ne quitte pas la jungle comme ça. Il a une responsabilité. Et puis, si le ciel a voulu que je vive si longtemps en bonne santé, en pleine bourre, que je gagne 25 élections sur 27. Il n'y a que les 2 présidentielles que j'ai perdues parce que je ne pouvais pas les gagner. Tout était fait contre moi. La Covid, le vaccin, la guerre, c'est-à-dire pour les hommes politiques, normalement, la responsabilité est très grande. Vous avez senti cet engagement? Oui, mais je le dis, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas totalement étranger, même si je me vante un peu, mais après tous les coups que j'ai pris, si je ne m'étais pas un peu musclé, comme on dit en France, les chevilles, je ne tiendrais pas debout. Je pense que j'y ai un peu contribué par mon action. Je n'ai jamais accepté tout au long de ma vie publique l'injustice. Je ne la supporte pas. L'injustice est le fait du prince. Quand on vous met la tête sur le billot en disant ce sera comme ça. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a eu un élément que je ne pouvais pas voter ni supporter, eh bien, je me suis levé. Le problème, c'est que je n'étais pas nombreux. Mais si quelques amis avaient bien voulu me suivre, on aurait déjà beaucoup avancé. Mais ce n'est pas trop tard. C'est pour ça que je vais continuer à le faire, parce que d'autres se lèveront. Et vous avez raison pour les jeunes. Les jeunes, tout le monde s'en foutait des jeunes. Mais les jeunes sont beaucoup plus éveillés qu'on ne croit. Et en même temps, ils sont plus pragmatiques que nous à leur âge. Nous, on était très engagés politiquement, on était de droite, on était de gauche. On n'arrêtait pas de discuter dans les écoles, dans les campus, etc. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Et pour eux, d'ailleurs, la politique telle que nous la faisons est une affaire de vieux. Les miens me le disent, mais c'est une affaire de vieillard, cette histoire, dormir debout. Donc maintenant, il y aura plus en plus de gens qui vont s'intéresser à la politique. C'est la seule manière de sauver l'humanité. Je l'espère de toutes mes forces. Et je le dis à tous ceux qui nous regardent, n'ayez pas peur. Engagez-vous. Vous n'en mourrez pas. Vous vous sentirez mieux. Vous allez chasser toute l'angoisse de votre corps. Et vous allez transmettre de la joie et de l'optimisme à d'autres. Allez-y. Et vous avez fait une marche de presque 6 000 km. J'aurais pu aller à Pékin tout droit, si j'étais parti dans la bonne direction. 6 000 km. Et alors, vous avez pu rencontrer beaucoup de Français. Vous avez Oui, j'ai beaucoup rencontré, tout ce que j'ai vu, à la fin, tout le monde voulait me voir, et même depuis le début, parce que j'étais pour eux le député. Tel qu'on le dit en France. La définition du député en France a été donnée par l'Assemblée constituante qui a précédé l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante.
Elle a dit, le député est le représentant du peuple. Il est élu au suffrage universel par le peuple souverain dans sa diversité. Il est le représentant du peuple, il incarne une parcelle de la nation. Voyez, en quelques mots, ce qu'on peut dire. Si on continue ça dans cet esprit, oui, les députés, les hommes politiques, les maires dont je parlais tout à l'heure, dont on a enlevé tous les pouvoirs, pourront faire beaucoup. Et c'est le sens de mon combat. C'est pour former que j'ai créé Résistant, pour faire prendre conscience. Et les jeunes me suivent beaucoup en France. Mais quelles sont les souffrances et les colères du peuple français? Mais elles sont celles que je n'ai cessé de dire pendant toute notre émission. Le fait qu'ils sont devenus une marchandise et non plus l'homme sacré, en quelque sorte. L'homme dont on s'occupe depuis son premier appel d'air, rentrer dans la vie, dans l'oxygène, jusqu'à son dernier soupir, dont on s'occupe avec bienveillance. Mais il est devenu une bête traquée, dont on s'occupe quand on peut, le plus souvent d'ailleurs pour lui faire du mal, pour le contrôler, pour le faire payer, pour le faire... mais rarement pour le mettre en valeur, rarement pour l'encourager, rarement pour lui dire « tu as raison » quand tous les autres l'accusent. Et rarement pour lui donner un petit peu d'optimisme. Voilà. Et pourtant, la France a su constituer de très grandes fondations, de très grandes institutions qui nous ont grandi, qui ont fait grandir la civilisation. Je pense par exemple à une d'entre elles avec qui j'ai entretenu 30 ans de très bonnes relations, qui m'invitaient à leurs conférences de partout. Et ils s'étaient chargés de venir au secours des enfants qui n'avaient plus ni papa ni maman, des orphelins, et qui étaient abandonnés. Et ils ont fait un travail considérable pour les orphelins. D'ailleurs, c'est des orphelins apprentis d'Auteuil. Ici à Auteuil, vous voyez, c'est pas très loin. Et ils ont créé beaucoup de centres. Ils ont créé beaucoup de collèges, ils ont créé des lycées, ils ont créé des lieux de formation plus spécialisés pour créer des métiers, pour qu'on ait des spécialistes de métiers rares, des bûcherons, des charpentiers, des menuisiers, des hommes et des femmes ordinaires, mais qui ont une très grande importance. Malheureusement, dans les années 2010, ils ont été... donc ils vivaient par les dons. Et les Français étaient généreux à leur égard. La fondation d'utilité publique des apprentis d'Auteuil. Mais là, ils ont trouvé qu'ils ne gagnaient pas assez, donc ils se sont laissés racheter par un fonds de pension américain. Alors vous savez que le propre des fonds de pension américains, c'est de générer, avec le capital qu'on prête, le plus de retour possible, au moins 14 ou 15%, mais qui sait qui peut faire ça? Et ils ont nommé un directeur, un délégué général qui était issu de ce fonds de pension. Voilà. Et puis, pour faire bonne mesure, ils ont nommé comme président quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai connu, Jean-Marc Sauvé, qui est l'ancien l'ancien président du Conseil d'État, mais co-président, parce qu'il ne peut pas être président, c'est en même temps le président de la République qu'il est. Donc c'est une co-présidence sur le Conseil d'État, l'une des plus grandes institutions en France. Eh bien, cet homme admirable, qui a très bien fait son boulot, ils l'ont pris comme otage pour qu'il vienne garantir
de bons et loyaux services pour entretenir l'image de marque. Mais eux, ils ont fermé, à 30 km de chez moi, un collège où il y avait 45 jeunes gens qui apprenaient, qui étaient là depuis, et à chaque sans arrêt, ils étaient formés. Il y avait le collège, et puis il y avait une ferme de 8 hectares autour, depuis des années. Et ça fonctionnait, et on a formé des jeunes de toute la France, même d'ailleurs, c'était l'esprit. Mais un jour, ils ont décidé que ça ne gagnait pas assez d'argent. M. Sauvé n'était pas encore arrivé d'ailleurs. Et ils ont décidé de le déplacer, de tout fermer, et de le déplacer à Pau, la ville à 30 km. Alors qu'ils étaient desservis par autoroute, ils étaient desservis par le train, uniquement le fait du prince. Je me suis battu de toutes mes forces. Alors j'ai dit à tous qui nous écoutaient, ne vous laissez pas avoir. Pas un euro, pas un centime d'euro pour les apprentis d'Auteuil. Ça a été des bienfaiteurs de l'humanité. Ce sont devenus des voyous. Des voyous. Et je prends ma responsabilité pour aller devant les tribunaux. Donc il ne faut pas faire ça. Et ce que fait la Fondation des apprentis d'Auteuil, malheureusement, de plus en plus d'organisations caritatives au service des hommes, pour des hommes, sans compter, à condition de payer leurs propres ouvriers, leurs propres employés, ce qui est normal, sont toutes prises par le même mal. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que ces apprentis puissent connaître l'ouverture d'esprit, le savoir, la grandeur qui doit les habiter? Donc, nous devons garder des modèles. Oui. Donc, c'est quand là, vous avez fait la grève de faim? C'est 2006? C'est ça? 2006. 2006, donc vous avez fait une grève de la faim pendant 39 jours pour justement sauver l'emploi, enfin, pour éviter une délocalisation d'une usine dans votre vallée. Oui. Donc vous avez pu sauver quand même combien d'emplois? 150? J'en ai sauvé 50 au départ, qui ont permis d'en créer ensuite 140. C'était une des entreprises que j'ai été chercher en empruntant l'argent auprès d'un copain. Oui, parce que l'ancien PDG d'Alcam m'a dit peut-être que lui, ça pourrait l'intéresser, parce que moi, je lui avais dit, mais pour faire un produit comme ça, il vaut mieux être dans un centre qui est beau pour la publicité, qui ne crée pas enfin, qu'on ait envie d'avoir une jolie voiture, mais avec de la jolie peinture et qui vient de quelque chose de joli. Et puis, il y avait un bout de vallée dans lequel personne ne vivait. Donc, j'ai été les convaincre. Mais vous avez, pour sauver justement cette usine, vous avez fait 39 jours de grève de la faim, vous avez perdu 31 kilos. 32. 32 kilos. Est-ce que vous avez failli mourir? Oui. Mais je savais que je pouvais mourir. Ah. Et quand je l'ai annoncé à ma femme, je lui ai dit, voilà, je vais faire une grève de la faim à la vie et à la mort. Et vous n'avez pas peur de... Et elle m'a dit, annonce cette bonne nouvelle à tes enfants. Et je l'ai fait, c'était un midi, un dimanche midi, et j'ai dû leur dire. Et c'était terrible pour moi. Et quelque part, j'ai toujours eu le sentiment que j'allais vivre. Mais tout à l'heure, je n'ai pas compris la réaction de votre femme et vos enfants. Et quand ils ont entendu que vous avez pris la décision de faire la grève de la faim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, ma femme m'a dit d'abord, donc tu me laisses le soin d'occuper seul de tes enfants, de les élever, et puis de veiller sur ta vie ou sur ta mort, ou sur le légume que tu seras venu. J'ai dit, je comprends, Pascal, c'est normal que tu dises ça, mais je suis obligé de le faire. On ne peut pas, il y avait 400 000 entreprises qui fermaient en France à cette époque-là. On ne peut pas tous laisser faire. Moi, j'ai été chercher cette usine, elle ne vivrait pas sans moi. J'ai dû convaincre 3 ou 4 frères de vendre leur terrain
pour pouvoir l'installer et avoir aujourd'hui 140 salariés avec les plus grandes technologies du monde. On ne peut pas perdre ça. Voilà. Et les enfants l'ont très bien compris. Il y avait Geoffrey qui était au second et qui avait à l'époque, je ne sais pas quel âge, il a 32 ans aujourd'hui, donc c'était en 1900, je sais pas, il avait une dizaine d'années, tout au plus, peut-être un peu plus, 14, 13 ou 14 ans. Et il s'est levé, il m'a pris par le cou et il m'a embrassé, il a dit « On te suivra jusqu'au bout, papa ». C'est magnifique. Et le soir, on voulait se détendre un petit peu devant la télévision. Le hasard, quand même, est incroyable. On est tombé sur une chaîne où il y avait la vie de Gandhi, qui lui aussi avait beaucoup jeûné. Et j'ai vu qu'il souffrait beaucoup à certains moments. Je me suis dit, bon Dieu, ça va donner, je vais le sentir passer. Et puis finalement, par la volonté, j'ai réussi à faire plier Toyal, parce que j'avais un copain qui était devenu président de la Bolivie, et qui avait dit dans ses discours qu'il nationaliserait les puits de pétrole qui étaient boliviens. Et je n'y arrivais pas, parce que les Américains ne le permettaient pas, et puis ils n'avaient pas la majorité suffisante, etc. Là, je lui ai dit, écoute, si tu veux te faire du bien et tenir ton engagement, c'était Evo Morales, eh bien, c'est le moment de nationaliser. Et en même temps, tu vas me sauver à moi aussi. Et c'est ce qui a été fait, puis, parce que c'était une guerre de la faim, et en même temps, je menais moi-même la bataille pour me sauver. Voilà. Bon, écoutez, c'était gagné, l'entreprise est toujours là, elle n'y restera peut-être pas toute la vie, mais en attendant, il y a quand même plus de 15 ans qu'elle aurait dû disparaître, et elle n'a pas disparu. C'est super. Mais j'aimerais savoir, hein, vous n'avez pas peur de mourir? Mais si j'avais pas peur de mourir, je ne serais pas un être normal. C'est venu après 3 ans de nuit blanche, parce que je connaissais très bien le dossier. Vous pensez bien qu'ils avaient fait de très gros investissements. C'est moi qui avais tout suivi. J'étais très copain avec le nouveau patron qu'ils avaient nommé. J'étais très proche. Et je trouvais que le fait de la fermer était d'une telle injustice, d'une telle indignité, d'une telle inhumanité, qu'elle ne s'imposait pas. Et Toyal l'a récupéré parce que comme il n'avait fait aucune reconversion, pour faire croire qu'ils en faisaient une, ils avaient décidé de rassembler les 50 entreprises les plus prospères dans un rayon de 100 km, et malheureusement, il y avait Total. Il y avait Alcan, je veux dire. Et d'ailleurs, le PDG, Thierry Desmarais, qui était le PDG le plus préféré des Français, le PDG de Total à l'époque, Thierry Desmarais était venu à Pau, et je l'avais rencontré à la préfecture, dans une réception. Et j'avais été le voir, je lui avais dit, monsieur le PDG, moi, je ne veux pas vous parler longtemps. Ce que vous faites n'est pas joli à travers le monde. Votre attitude est même profondément méprisable au nom de la France. Mais après tout, moi, je n'ai pas la capacité de rectifier, de corriger tout le mal que vous faites. Mais il paraît que vous voulez prendre l'usine qui est dans ma vallée. Alors je vous dis, monsieur le PDG, si vous y touchez, vous le pleurerez en larmes de sang. Ça, c'était ce que me disait ma grand-mère quand je ne savais pas me défendre contre mes petits copains à l'école qui me faisaient souvent pleurer. Elle disait pas tout à fait comme ça, elle disait, dis à ceux qui te font pleurer, lorsque mes larmes tariront enfin, les tiennes commenceront à couler et ce seront des larmes de sang. Vous voyez, c'était beau et en même temps, ça donnait tout le poids. Mais j'ai jamais eu peur de mourir, parce que si on a peur, on ne peut pas faire. Le plus difficile après, c'était de rassurer ma femme, parce qu'il y avait
3 semaines qu'elle ne pouvait plus monter les enfants parce que j'étais devenu tellement maigre. Parce que les 3 premières semaines, vous ne perdez pas beaucoup, mais c'est après, lorsque il n'y a que de l'eau, donc les muscles sont attaqués, et alors là, vous perdez, mais j'étais devenu comme un cadavre. D'accord. Et vous n'avez pas peur? Est-ce que c'est parce que vous êtes croyant aussi? Oui, je suis croyant, mais par rapport à ça, je ne sais pas tout encore. Donc, je suis heureux d'aller à la messe. Il y en a de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de curés, de toute façon, il y a de moins en moins de foi. J'ai jamais été un pilier d'église. Mais au fond de moi-même, j'ai le sentiment que l'univers, quand je regarde une belle nuit étoilée de mois d'août, je me dis quand même que tout ça n'a pas pu se créer tout seul, qu'il a dû y avoir quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous mène du spirituel, voilà. Mais pas au point. Je me disais que, sans croire, je me disais que j'étais protégé. Et c'est ce que me disait maman aussi, ma mère, qui a beaucoup compté dans ma vie. Nous n'avions que 17 ans de différence d'âge. Elle avait 17 ans quand elle m'a mis au monde. Et je me dis, tu es gardé, tu n'arriveras à rien. C'est dur pour une maman. Mais elle a douté à la fin, elle a cru que j'allais mourir, elle a pleuré. Et moi, je n'ai pas pleuré, j'ai eu de la chance. Parce que si j'avais pleuré, je serais mort. Il voulait au contraire. Mais tout était fait. Si vous saviez à l'Assemblée nationale les efforts qu'ils m'ont fait pour me virer. Ah oui, vous pouvez nous raconter un peu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais par exemple, 4 ou 5 jours avant que je gagne, le président Debré a exigé que j'aille à l'hôpital de Garches ou une clinique, je ne sais pas ce que c'est, de Garges-les-Gonesse, pour passer un check-up. Il pensait qu'on allait me trouver tellement en mauvais état qu'on allait tout de suite me virer de l'Assemblée. Voilà. Et puis, on se passait dans le cardiologue, le radiologue, les reins, tout, etc. Et puis à 18h, le professeur, le patron, qui s'appelait M. Melchior. C'est quand même incroyable. Il m'a dit, c'est incroyable, j'ai jamais vu un type comme vous, avec une telle volonté, un tel amour de la vie, et en même temps une telle détermination, elle est presque... enfin, elle donne des frissons. Et je vous ai montré, toute la journée, je vous ai confronté à des psychiatres. Alors moi je croyais que c'était des gars, parce qu'à Garges-les-Gonesse, c'est des gens qui soignent, c'est un hôpital qui soigne ceux qui ne peuvent pas manger, qui n'arrivent pas. Vous savez, c'est une maladie, c'est, on appelle ça, quand on se prive de la nourriture, là, anorexique. Ils étaient à l'anorexie. Mais ils m'en voulaient parce que moi, je n'étais pas malade et je refusais de manger. Et je ne comprenais pas. Mais parmi eux, il y avait aussi des psychiatres qui m'accusaient là-dessus, alors qui me montraient des images terrifiantes d'adversaires, parce qu'on m'avait traité de tout. Il y a le ministre qui avait dit on avait le crétin des Alpes, maintenant on a le crétin des Pyrénées. Vous voyez, voilà. Et le soir, il m'a relâché, il m'a dit non, il n'y a pas de raison que je vous laisse pas partir. Il devrait, ce que je lui avais aimé par ailleurs, était fou de rage. Alors, il avait inventé au départ, et ça m'a beaucoup arrangé, pour essayer de me dissuader. Il a dit, je vais te faire une prise de sang tous les jours. Mais moi, je lui ai dit, mais c'est le plus grand service que tu me rends. Parce que comme ça, avec une prise de sang tous les jours, personne ne va pouvoir raconter l'histoire, puisque le médecin officiel de l'Assemblée, les services médicaux officiels de l'Assemblée qui la font. Donc, si tu manges ne serait-ce qu'une boulette et demie de pain, mais ça apparaît.
à ce niveau-là, le glucose, les lipides, tout le bazar. Donc, de l'eau et du sel. Et depuis, est-ce que ça a laissé quand même des traces graves sur votre Oui, santé? parce que mon intestin grêle s'est desséché. Et il fait 6 mètres. C'est-à-dire que ça s'est passé, c'est que l'intestin grêle, il est plus petit que le gros intestin. Et seulement, il est très important, parce que c'est lui qui finalement transforme et prépare les sucres qui vont ensuite passer dans le sang. Donc il est irradié de tout petits branchements sanguins. En plus, il est rempli de neurones. On dit que c'est le deuxième cerveau. C'est très important. Et alors, il n'est pas très grand, mais lorsque vous faites une heure de la faim, et même quand on boit 5 litres d'eau par jour, on m'avait dit, bois 5 litres d'eau, moi je buvais 5 litres d'eau, il y a la partie qui n'était pas touchée par l'eau, ça passait toujours par le même endroit. Et tout le reste, c'était desséché, comme les viscères d'un porc qu'on a ouvert et qu'on met dehors, quoi. Et alors, depuis, j'ai des médicaments. Lorsque je vais manger, je suis obligé de prendre des médicaments contre caractère laxatif, qui fait glisser pour que ça n'accroche pas les parties abîmées. Ensuite, il y a une partie qui facilite la digestion et il y a une partie qui facilite l'absorption des sucres dans le sang. Mais j'ai des souffrances qui sont souvent importantes. Enfin, je ne vais pas me plaindre. J'ai eu la chance de pouvoir conduire à ça. Je le vois comme le devoir d'un homme qui a accepté des responsabilités, de les assumer. Alors après, vous voyez, maintenant j'ai du ventre parce qu'il y avait tous les tissus se sont distendus et j'ai eu des hernies. Et d'ailleurs, on devait m'opérer au moment où j'ai eu le truc au cœur et là, on a dit non. Et vous voyez, on me fait actuellement un test pour voir si le cœur va assez bien pour faire cette opération, pour me reconstituer le tissu qui soutiendra, qui empêchera le ventre de descendre. Ça ne me plaît pas le bord du ventre, j'étais toujours, vous savez, comme un crayon. Mais vraiment, bravo pour tout ce que vous avez fait pour les autres. En tout cas, ça c'est tellement rare en ce moment, dans ce monde actuel. Et j'avais chanté pour empêcher Sarkozy de parler. Bah, et parce qu'il fermait les services publics, notamment une gendarmerie. Et il a très mal pris, il avait raison. J'ai créé les seules 2 ou 3 minutes de silence absolu qu'il y a eu à l'Assemblée. C'est la sidération. Tout le monde a été sidéré par ce que j'ai fait. Et j'ai eu droit à un contrôle fiscal après, où on a mis à jour tous les... ça a été très difficile. Puis après, je me suis réconcilié avec Nicolas Sarkozy. Après, ça a été bien. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Lucet, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Il a même voulu me faire ministre. Et Jacques Chirac aussi avait voulu me faire ministre. Et pourquoi vous ne le voulez pas? Parce que je savais bien que le temps allait changer et que les ministres ne servaient à rien. Ah oui. Parce qu'il n'avait pas une thune. Il n'y a pas une thune dans l'espace public. Comme disent les jeunes, il n'y a pas de l'argent dans l'espace public. Or, nous gérons l'espace public, puisque tout l'argent regorge à l'intérieur de cette immense toile d'araignée qui a pris le dessus sur l'argent, sur les biens, sur l'or dont on dispose. Donc il n'y a rien à côté. Et c'est ça qu'il faut arriver à surmonter. C'est de cela qu'il faut convaincre nos compatriotes partout. Nous pouvons gagner. Nous devons gagner. Sinon, l'humanité sera
mis à feu à 100. Combien y aura-t-il de survivants? Il prévoit d'en garder un tiers, 30% de quel droit, je ne sais pas. Parce qu'ils disent qu'on augmente trop vite, et que, etc. Vous voyez la grandeur de ces petits âmes. Comme c'est une tradition chez vous de chanter, j'aimerais que vous puissiez chanter, parce que vous avez déjà aussi chanté le chant des partisans. Alors, je ne le chanterai en entier, avec toutes les paroles, que le jour où je l'aurai fait suffisamment partager pour qu'il devienne un chant de masse, non pas dans un esprit guerrier, mais dans un esprit de résistance absolue. Comment peut-on étudier depuis l'Antiquité les actes de résistance par la non-violence et multiplier les actes de désobéissance sans être soi-même un provocateur, de façon à donner confiance. Et que l'homme d'aujourd'hui prenne conscience qu'il est à nouveau en très grand danger, mais que rien n'est fini, que si on accepte de livrer le combat que les hommes de bon sens, de paix, d'amour doivent livrer de temps à autre, nous pouvons avoir des lendemains radieux, avec des enfants qui iront encore et dans nos campagnes et dans nos villes, et qui vivront libres. Et nous aurons le sentiment de devoir accompli. Et nous pourrons, après bien des saloperies, fermer nos yeux peut-être avec un brin de quiétude. C'est un formidable projet. Et j'invite tous ceux qui ne savent pas comment faire à venir me faire part de leurs interrogations, à nous faire part de leurs interrogations, pour qu'ensemble nous grandissions. Parce qu'avant de faire tout ce qu'il a appris, l'homme ne savait rien faire. Il a appris. Donc s'il a appris dans tant de domaines, s'il a appris à marcher, s'il a appris à se tenir debout, s'il a appris à résister ensuite, s'il a appris à se libérer chaque fois qu'il était prisonnier, eh bien, il doit être capable de le refaire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la plus grande... Aujourd'hui, on est dans la monditude. On connaît totalement le monde. Donc, ce sera le combat le plus difficile, et certainement le plus difficile. Mais pensons à tout ce que nous pouvons faire si nous gagnons. Au lieu de faire des guéguerres, faisons ce qu'a voulu faire John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il dit « nous irons sur la Lune ». Au fond, la Lune, je pense qu'ils s'en foutaient, mais il se dit les Soviétiques vont y aller aussi et on va aller faire une course. Pendant ce temps, on ne fera pas la guerre. Moi, je veux que nous découvrions l'univers, que nos enfants en sachent plus, pas dans l'esprit malheureusement, des colonisateurs qui ont été volés l'argent et l'or qu'il y avait dans les territoires qu'ils ont découverts pour fonder. En même temps, et c'est le titre de mon livre qui est en rupture de stock, je vous ferai passer « Aurore ou crépuscule » au cherche midi résistant. Donc, je pense que c'est tellement beau d'imaginer ce que peut être la suite, de relancer la recherche, de trouver une énergie nouvelle et qui ne soit pas polluante. Je crois que c'est le soleil. Qu'est-ce qu'on a cherché autour du soleil? Presque rien. Nous, en France, à Font-Romeu, un magnifique, un formidable four qui, effectivement, grâce à des vers
kaléidoscopique réfléchie sur un point donné. La force du soleil et la puissance qui est dégagée est extraordinaire. Il y a la force des vagues de la mer. Et la France est le deuxième pays, deuxième façade maritime du monde. Et tout ça doit nous permettre d'abord de reconstruire nos villes, nos campagnes. C'est un immense chantier dans le monde entier. De remanger du bon, de côtoyer du beau, de retrouver de l'amour et de l'amitié. Alors ça ne dure jamais longtemps, parce que l'homme est tragique. Mais ça peut donner des périodes, de longues périodes de paix, de 60-70 ans, comme a laissé la dernière guerre, si on arrive à éviter celle-ci. Et l'homme apprendra qu'il peut résoudre ses problèmes, non pas par la guerre, mais par en faisant bloc, en se serrant les coudes, et au lieu de se tuer, en faisant bloc ensemble. Et là, nous pouvons partir à la découverte de l'univers en étant sûrs, en signant des chartes, que ce n'est pas pour aller piller, détruire, mais au contraire, voir ce qu'ils font et ce que nous pouvons faire ensemble. Vous comprenez? C'est pas dans l'espoir, ça. C'est pas beau, ça. C'est pas ce qu'il faut apprendre à tous les enfants de l'humanité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé d'abord le premier coup de fil d'Anita, et puis le second, et puis je pense que je suis tombé un peu amoureux de vous. Déjà, vous avez beaucoup d'amour alors, vraiment plein d'amour. Voilà. Alors, pour la chanson, d'abord je vous chante une chanson de paix, c'est l'hymne des Pyrénées. Bon, il a 600 ans, donc il peut commencer à exister. Et la chanson, on dit, parce que les montagnes étaient très hautes et empêchaient le prince de voir sa princesse. Il disait, j'espère que ces montagnes s'abaisseront pour que je puisse la voir. Et c'était un rêve. Et moi, j'espère que les montagnes d'argent, pas les vraies, pas les grandes montagnes, les montagnes d'argent s'écrouleront pour que nous puissions mener à bien le projet dont je viens de vous parler. Aqueros montaños que tan altos son, me empezan de ver más amorosos son. Si canti, io che canti, canti per io, canti per mio, che io pres de io. Et maintenant, je vais vous chanter juste, fredonner une musique que je veux développer avec tous ceux qui le voudront. Et même qui le voudront d'une autre manière que moi. Qui voudront le faire, je ne serai qu'un petit maillon, parce que je ne suis pas surnaturel, je suis un homme parmi les hommes. Mais un homme peut beaucoup, une femme aussi, vous le montrez avec votre interview. Alors c'est justement ça, c'est au moment où la France était en occupation. Et c'est un chant qui a jailli de partout. Et la mélodie est exceptionnelle, et les paroles aussi. En apprenant les paroles ensemble. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Merci. Formidable. Merci beaucoup. Parce qu'il faut que je commence à redonner confiance à mes copains, parce qu'ils pensent que parce que je ne me suis pas présenté comme député, tout est fini. Il n'y a aucune télévision qui veut m'inviter en France. Alors qu'au départ, quand je suis arrivé, j'ai fait toutes les chaînes de télévision, toutes les radios. Pourquoi les télévisions vous censurent? Oui, complètement. Pourquoi? J'ai passé les 5 dernières années, il y avait que les 2 télévisions russes qui me faisaient parler, et la télévision Paris Première, c'est les humoristes. Et même pendant la campagne électorale, j'ai fait 3h10 de campagne, alors qu'Éric Zemmour a fait 230 heures. Mélenchon 225, le président qui a parlé très tard, mais il s'est bien rattrapé, qui a fait 180 heures. Tous les autres ont fait plus de 150 heures. La mairesse de Paris a fait 170 heures, tout le monde. Donc c'est totalement injuste. Il n'y a rien de juste là-dedans. Et moi, j'ai pu m'inviter comme ça, mais parce qu'un jour, je les ai traités, je savais à quel point nous, les hommes politiques, nous étions des lâches. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Qu'on enchaîne. Oh oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Les grenades. Oh oui, les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. La misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. À ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Qu'on enchaîne. Amis,